Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui sur cette Afrique dans un nouveau numéro de votre émission La Cour des Grands. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur le plateau Monsieur Lamine Niang. Lamine Niang, quand on évoque son nom, on pense bien sûr à Rufisque où il est responsable politique, mais également il dirige ISI, c'est l'initiative pour la sauvegarde des intérêts et la souveraineté. Avec lui donc, on va essayer de débattre sur plusieurs questions relatives à l'actualité. Monsieur Niang, bonjour. Bonjour, M. Sao. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de cette Afrique. Tout le plaisir est pour moi. Alors, M. Niang, aujourd'hui, vous êtes de Rufisque. On parle souvent de la suppression de certaines villes, notamment pour la capitale sénégalaise. Qu'est-ce que ça vous fait, vous qui êtes originaire d'une ville symbolique qui est Rufisque? Bon, juste d'abord vous saluer. Merci. Par anticipation, transmettre mes vœux de Nouvel An, puisque à l'approche de ce Nouvel An, l'année qui vient. Alors, saluer tous vos téléspectateurs et saluer toute la population rufisquoise. Merci. Et naturellement, les membres de mon parti, APR. Alors, je dirais tout simplement que des villes comme Rufisque sont des villes à patrimoine historique de notre pays. Alors, depuis les indépendances, n'oubliez pas que l'indépendance du Sénégal a été négociée et signée au niveau de la mairie de Rufisque, dans la salle des fêtes de Rufisque. On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions peut-être. Mais au nom de la représentation, au nom du symbole que Rufisque est, de ces grandes villes comme Rufisque, Saint-Louis et autres là, mais ça dépasse le nom qu'il porte et la qualité où il se trouve. Dès lors qu'il est inscrit dans le patrimoine universel mondial, il dépasse l'appartenance régionale, je veux dire, du Sénégal. C'est un patrimoine universel mondial. Donc, pour sa constitution, ou bien pour toucher à son statut de maire ou de ville, je pense que ça devrait être beaucoup plus réfléchi. Ce n'est pas du tic au tac que les gens doivent arriver là-bas. On n'est pas réfractaire aux réformes quand même, mais on est pour la maturation de ces réformes en bonne et due forme, de prendre le temps qu'il faut pour y arriver. Vous pensez qu'il y a une précipitation dans cette décision qui est en train d'être prise? Oui, dans la déclaration, parce que n'oublions pas que l'acte 3 de la décentralisation jusqu'au moment d'arriver aux agropoles, c'est toute une ambition, c'est un programme très ambitieux. Alors, pour arriver à ce niveau-là, je pense qu'il faut un peu de préparation au lieu de se lever, on va juste faire une déclaration comme ça qui met tout le monde dans un peu le flou de cette transparence par rapport à... Ce n'est pas une continuité aussi de l'acte 3 de la décentralisation qui jusqu'ici en tout cas n'est pas encore évalué pour essayer de voir qu'est-ce que ça a apporté finalement aux villes? Continuité ne pas avoir de précipitation. Ça s'inscrit dans le temps et dans le temps de la maturation aussi et de la préparation. Alors finalement, vous suggérez quoi? Qu'on prenne le temps normal de discuter, d'en parler avec les acteurs normaux, tous les acteurs concernés, d'aller lentement vers ces réformes, si besoin en est. Alors maintenant, les spécialistes de la décentralisation nous diront de l'effectivité ou non de cette nouvelle loi. Mais en tout cas, en tant que Rufisquois, qui est une ville qui représente ce qu'elle est, il est une question pour nous qu'on touche à cette ville du tic-au-tac sur une déclaration qui est prématurée. Qu'est-ce qui sous-entend cette précipitation selon vous, en tant que responsable politique? Bon, ça pourrait s'expliquer par différentes raisons, mais moi je n'en trouve pas. En tout cas, l'acte 3 a fait son bonhomme de chemin jusqu'ici et tout le monde a apprécié, parce que ça a donné des considérations importantes au niveau de l'inclusion territoriale, au niveau des disparités qu'il y avait dans les territoires, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, l'acte 3 a réglé toutes ces questions-là. On est sorti de l'urbanité à la territorialité ou bien comment dirais-je, de la collectivité dans son ensemble qui régit toutes ces questions-là. Vous ne trouvez pas qu'est-ce qui pouvait motiver ça, mais en tout cas, ceux de l'opposition, ils pensent que c'est des questions qui sont sous-entendues par un règlement de compte politique. Vous êtes d'avis? Non, vous savez, à chacun son analyse, chacun peut apprécier une situation diversement. Ce que je dis pour l'instant est que cette situation est bonne. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais je dis qu'on ne peut pas mettre une réforme de cette ambition dans la précipitation. Prenons le temps de aller vers la maturation et d'en discuter avec les acteurs concernés pour arriver à un consensus. Monsieur Lamine Niang, vous êtes de la ville de Rufisque. Je rappelle que c'est une ville également qui dépend beaucoup, en tout cas les populations dépendent beaucoup de la pêche qui également est au devant de l'actualité actuellement, surtout avec les accords de pêche qui sont signés avec l'Union européenne. Aujourd'hui, on nous parle de 100 000 tonnes de thon
et de 1750 tonnes de merlu noir qui sont extraits des mers sénégalaises par an, en contrepartie de 10 milliards CFA, c'est quand même des chiffres hallucinants qui font réfléchir. Vous, en tant que responsable politique, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, donc on veut assimiler à cette situation d'accords de pêche à l'immigration irrégulière. Parce qu'en général, c'est ce qui sous-entend cette question, c'est exactement cela. Que les accords de pêche ont été signés, que l'Occident exploite nos ressources, ainsi de suite, les pêcheurs n'ont plus de ressources, c'est pourquoi ils mettent leurs bateaux pour faire. Tout ça là, ce sont des discours et des analyses de personnel. Mais ce qui est plus important dans ce cas est que dans tous les pays du monde, tous les pays signent des accords de pêche avec certains autres pays. Tant dans l'exploitation, tant dans le niveau d'investissement, tant aussi au niveau de l'implantation locale pour la production industrielle. Alors, l'un dans l'autre, ce qui est important est que ce sont des partenariats qui sont signés. Alors, le montant en tant que tel n'est pas important pour moi parce que je ne suis pas spécialiste en la question, en la matière pour pouvoir juger des 10 milliards ou des 14 milliards. Parce que je ne connais pas le mur ou combien ça coûte, ou bien la capacité de naissance au niveau de la mer, et à quelle hauteur, à quel niveau, et le coût de ces accords de pêche pour les investisseurs, ceux qui sont là pour le prendre. Ça, ce sont des paramètres connexes qu'il faut d'abord maîtriser avant de critiquer, ou bien de se prononcer sur la question. On constate maintenant, libre à tout un chacun d'en faire son discours, mais ce qui est plus important, c'est de savoir apprécier que un pays ne peut pas vivre seul sans des accords aussi de pêche, de partenariat, PPP. Oui, même si on n'est pas expert quand même en la matière, on sait que 10 milliards pour 45 navires issus de la zone Union européenne, quand même c'est minime, monsieur Niang. C'est ça que je dis. Ouais. Il faut savoir le prix de ces fruits de mer, de ces poissons, à l'extraction, le coût d'investissement. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut intégrer pour pouvoir en juger. Et on a entendu les pêcheurs sénégalais qui s'indignent de ça, et les ONG également, même Greenpeace International également, Greenpeace Afrique ont sorti des communiqués exhortant même l'État à suspendre ces accords-là. Donc ce qui veut dire que les experts se sont exprimés sur la question, ils ont jugé que c'est dérisoire la somme proposée par l'Union européenne. Non, à chacun son niveau d'appréciation. Les experts vont se prononcer. Ils ont fait comme ce que vous le dites. Peut-être en attendant, on verra la suite, la logique à donner à cela. Et pendant ce temps, les pêcheurs de Rufisque vont continuer à souffrir le martyre. Est-ce qu'ils souffrent le martyre? C'est une question. Est-ce qu'ils souffrent le martyre? C'est une question. Ça est une autre aussi. Ça en est une autre. Donc vous pensez aujourd'hui que les pêcheurs sénégalais de Rufisque, en tout cas un peu partout au Sénégal, ils sont mis dans des conditions pour exercer librement et correctement ce métier. Pas ce que je dis. Ils sont accompagnés. Non, les conditions sont à améliorer. Mais du moment qu'ils sont dans la pêche, ils ont leur bateau à la mer, on peut tout le temps optimiser et rendre meilleures leurs conditions. Alors maintenant, il y a leur syndicat, il y a leur truc qui doit s'asseoir avec la tutelle pour en discuter. Je ne dirais pas qu'ils sont mis dans les meilleures conditions. Même le ministère n'est pas dans les meilleures conditions. Tout est perfectible. On va y aller. Alors, il faut maintenant qu'à leur niveau, qu'ils aient des beaucoup plus responsables pour mettre le doléance sur la table et en discuter d'une manière très responsable pour arriver à un consensus par rapport à cela. Ce sera l'affaire de tout le monde parce que la pêche de chez nous, nos pêcheurs n'ont en mer que pour nous. Le Sénégalais a droit au meilleur de sa mer. Les meilleurs poissons du monde sont là. Nous avons droit à cela. Ce n'est pas tout qui est extrait, qui est vendu à l'Europe ou bien à l'extérieur. Alors c'est à nos pêcheurs peut-être de nous aider dans cette situation d'une manière beaucoup plus responsable. Je rappelle que, M. Niang, vous êtes aussi le coordinateur, ou bien le président de l'ICIS. L'ICIS, c'est l'initiative pour la sauvegarde de la sécurité, des intérêts. Pour la sauvegarde des intérêts et la souveraineté. La souveraineté, quand on en parle, il y a une question également qui est là, qui est latente. C'est celle du respect de la constitution sénégalaise aujourd'hui par rapport à un troisième mandat donc du chef de l'État actuel, le président Sall. Aujourd'hui, vous, votre initiative, sinon votre plateforme, œuvre dans ça, dans le respect du calendrier électoral. Oui, donc en général, parce que dès qu'on parle de souveraineté, c'est un éventail de trucs dans lequel il y a. D'abord, il y a la souveraineté en tant que telle, mais si on voit d'une manière beaucoup spécifique, il y a la souveraineté, supposons actuellement la souveraineté sanitaire, alimentaire, monétaire, ainsi de suite, on peut détailler. Oui. Mais la souveraineté dans sa globalité ne laisse rien. Même nous, en tant qu'État souverain, nous devons clamer notre souveraineté à tout point de vue. Alors maintenant, pour revenir sur la question de mandat, nous, à notre niveau, nous n'en sommes pas à cette question de mandat. Nous sommes à cette question. Si nous en parlons, nous parlerons peut-être de la troisième candidature.
Parce qu'avant de parler de mandat, il faut parler de la candidature. Le nœud du problème se trouve là-bas. Est-ce logique, non pas logique, normal ou normal, inconstitutionnel, anti-inconstitutionnel? La question réside dans le fondamental. Justement, quelle est la position de votre plateforme sur ce débat-là? Bon, dans le passé, on a eu des positions très claires, mais pour moi, pour l'instant... Dans le passé, quelle a été votre position? Ma position était que, pour que les gens puissent s'entendre sur des sujets, il faut des points d'équilibre. C'est-à-dire, je ne peux pas émettre sur des 140 que vous émettiez sur des 160 qu'on puisse s'entendre. Il faut que nous soyons tous les deux sur des 90, exemple. Ainsi de suite, c'est ce que je appelle les points d'équilibre. Nous devons pouvoir émettre sur les mêmes zones pour nous entendre. Les gens parlent dans une moindre mesure d'un deuxième mandat, d'un troisième mandat, mais dans quelle constitution? C'est la constitution qui a réglé cette question-là. Le premier mandat de 7 ans qui a été invalidé, qui a été validé avec un référendum à 105e année, c'était un mandat dans l'ancienne constitution. La nouvelle constitution est dans le premier mandat du président de la République. Sa candidature dans le deuxième mandat restera le débat à poser le moment venu. Et ça, c'est clair, je pense que la question se définit elle-même. Donc, c'est toujours un débat? C'est un débat quand on veut, mais ce n'est pas un débat quand on se réfère à la Constitution. Qu'est-ce qu'a dit la Constitution? Mais aujourd'hui, je vous dis, nul ne peut exercer 2 mandats consécutifs. La Constitution dit. La nouvelle Constitution autorise un premier mandat. C'est clair. C'est clair. Donc, ce qui veut dire que le président n'a plus droit à un autre mandat au Sénégal parce qu'il a fait 2 mandats consécutifs. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, le premier mandat est dans l'ancienne Constitution. Donc, le chef de l'État a droit à un second mandat, donc à un autre mandat en tout cas. Validons d'abord la candidature, on verra. D'accord. Donc, de toute façon, ça reste un peu flou. Les téléspectateurs, ils nous suivent, ils pourront faire l'analyse de votre pensée un peu pour essayer d'en tirer la quintessence. Alors, il y a aussi cette loi-là qui doit passer à l'Assemblée nationale pour renforcer un peu les prérogatives du chef de l'État dans certaines mesures par rapport à l'état d'urgence et autres. Moi, je pense que les États sénégalais, les États africains, les chefs d'État, en tout cas, ils ont suffisamment de pouvoir. Aujourd'hui, est-ce que si on se lance à les renforcer encore en dotant d'autres pouvoirs, est-ce que ce n'est pas un peu prêcher, beaucoup de pouvoir, sinon trop de pouvoir, tue le pouvoir finalement? En quoi faisant? En donnant au chef de l'État, en court-circuitant bien sûr l'Assemblée nationale par rapport au couvre-feu, à l'état d'urgence, en décrétant en tout cas lui donnant certains pouvoirs dont devait bénéficier l'Assemblée nationale. Écoutez, à chaque situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. L'affaire de la Covid est venue à la surprise générale mondiale. Personne ne s'y attendait, personne n'y était préparé. Alors, rappelez-vous qu'au début de cette pandémie, de cette crise-là, c'était une crise, il y avait une enveloppe de 1,4 milliard qui avait été dégagée pour prendre les premières ripostes. Mais quand on a vraiment apprécié la situation, voir la gravité de cette pandémie, le 1,4 milliard, c'était une goutte d'eau dans la mer. Ce n'était pas possible. Le président a mis une enveloppe de 64 milliards au niveau du ministère de la Santé pour la riposte. Alors, après cela, il y a le plan de riposte avec 1000 milliards qui était là. Alors, imaginez-vous que chaque Sénégalais dans son coin, pour qu'il se vaccine, pour qu'il puisse traiter et suivi, pour être épargné de cette pandémie, pour que la loi d'habilitation passe, il fallait que l'Assemblée l'autorise au président pour qu'il puisse agir directement. Parce que c'est lui qui est élu, c'est le président de la République. Il est censé protéger son peuple. L'Assemblée a fait ce que la loi lui a autorisé, c'est de voter et de valider cette loi d'habilitation qui lui donne la plénitude de ses pouvoirs pour exercer et trancher sur des questions d'intérêt nationaux. C'est ça la loi d'habilitation. Aujourd'hui, nous étions dans cette crise sanitaire. C'est la loi de crise sanitaire. Nous étions dans cette loi de crise sanitaire. La crise sanitaire était là, tout le monde l'a vécue. Alors, il fallait prendre des mesures exceptionnelles, il fallait trouver des CTE, comme on dit, des centres de traitement épidémiologique, l'isolement, la mise en quarantaine. Ça, c'est la crise sanitaire qui a réglé ces problèmes. Mais aujourd'hui, si nous sommes en face de la question de l'état d'urgence sanitaire, c'est ce que nous avions vécu, c'est la même chose qui revient. Alors aujourd'hui, c'est la même chose qui va se faire encore parce que le président ne peut pas abandonner ce peuple, abandonner la population pour te dire que tel ministère ou tel fonds va le faire. Alors que c'est lui qui est à la tête de ce peuple. La souveraineté de ce pays l'incombe. Oui, mais sauf qu'on n'a pas vu
de telles mesures dans d'autres États qui sont beaucoup plus affectés que le Sénégal. Les États, ils préfèrent passer par les voies légales. Vous voyez aujourd'hui, oui. Prenons le cas de la France, oui. qui a dépassé la crise, l'état d'urgence sanitaire, la crise sanitaire, comme nous, qui était à l'état d'urgence sanitaire, là où nous en sommes aujourd'hui. Mais la crise sanitaire, sur 2 mois, la loi a été votée. Alors c'est le ministre de la Santé qui peut faire des propositions au président de la République qui prend la décision de le faire. L'état d'urgence sanitaire, maintenant, s'il y a un Premier ministre, à défaut du Premier ministre, c'est le président qui autorise le ministre de la Santé actuellement avec le ministre de l'Intérieur pour qu'ils prennent des mesures restrictives par rapport au déplacement et les grands espaces publics. La France a fait la même chose. Mais on s'est vu qu'après 2 mois, il y a 1 mois, après 1 mois, le truc devient perpétuel. Ils sont dans la proposition de loi d'état d'urgence, de la gestion pérenne des urgences sanitaires. C'est-à-dire, pour éviter au gouvernement de tout le temps venir à l'Assemblée faire une loi d'habilitation ou bien pour faire une nouvelle loi autorisant à faire tel et tel, une loi pérenne de gestion des urgences sanitaires leur permettrait de continuer à faire ce même travail tous les 6 mois d'une manière continue, sans avoir à interpeller l'Assemblée nationale ou à parler au président de la République pour qu'il y ait une discontinuité dans le fonctionnement et le traitement des gens. Alors le Sénégal n'est pas arrivé à ce niveau. Alors, ça veut dire quel État vous faites allusion? Tous les États ont pris la même chose. Actuellement, c'est ce qui les a permis à certains États aujourd'hui, depuis le week-end, de pouvoir vacciner leur population avec les nouveaux vaccins qu'ils ont trouvés. Alors, on ne vaccine pas les gens qui rentrent chez eux. Ce qu'on a constaté pour l'instant, on vaccine les gens, automatiquement on te met le vaccin, on te met en isolement pendant 30 minutes, 15 minutes pour voir les symptômes, ce que ça donne, avant de te laisser rentrer chez vous. Alors, nous voulons arriver à ce niveau-là. Le Sénégal ne peut pas s'extraire de cette nouvelle parce qu'un président soucieux du devenir de son peuple et de sa population a l'obligation de prendre les mesures idoines qu'il faut pour attaquer et prendre le taureau par ses cornes. Merci beaucoup. Monsieur Niang, on va terminer par une question politique, purement politique. D'ailleurs, au niveau local à Rufisque, vous êtes dans le parti de l'Alliance pour la République, vous êtes dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Le leadership local se pose en tout cas chez vous. Aujourd'hui, quelle est la situation? La situation politique à Rufisque est très, 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 très déplorable. Rufisque ne mérite pas ce qu'elle vit avec le président Macky Sall. Ah oui? Non. Pourquoi? De l'histoire, qu'est-ce qu'elle vit aussi? Voilà. D'abord, permettez-moi un peu de faire un petit pan. De l'histoire politique de notre nation sénégalaise, depuis qu'on est république, Rufisque a toujours bénéficié de certaines positions, de certaines nominations, avec le mérite et le profit qu'il fallait. Le mérite et le profit est encore là. Et j'en veux pour preuve les dernières élections présidentielles. Les grandes villes de Dakar. Vous prenez un opposant, vous preniez dans le temps le nouvel allié qui est réuni, vous le preniez avec Sonko ou bien avec notre, il battait largement la coalition Benno Bokk Yakaar. Seul à Rufisque, vous mettez toute l'opposition cumulée, la coalition présidentielle, les bat avec un score de 56%. Et jusque-là, nous avions quoi? Nous avions un ministre qui est le ministre du département, qui est venu, M. Gueye, en tant que ministre des collectivités locales. Il y avait Ismaël Madior Fall qui était là, qui est venu en appui, qui a servi à quelque chose parce qu'il y avait beaucoup de frustration à la base, qui a eu à fédérer ces gens-là pour l'électorat du président. Mais après, c'est quoi? Après l'élection, on a gagné. Avec la belle victoire que nous avons, on a été déversé de ce ministère. Et les directions et les PCA, nous n'avons que 3 PCA. Et ce sont des maires qui sont venus rejoindre la mouvance présidentielle à qui on a donné un truc à mettre sous la dent. Mais nous, les responsables politiques qui ont combattu de tout le temps, depuis, le président nous a appelés à 6 élections, nous avons répondu à toutes ces élections, nous avons tous donné la victoire. Nous méritons un traitement autre que ce que le Rufisque vit aujourd'hui. Et ce qui nous met dans une situation de manque de leadership criard qui n'est pas incarné. Le leadership politique n'est pas une déclaration, encore moins une délibération. C'est un mérite et un comportement de tous les jours. Il faut d'abord avoir le lien avec la population, il faut une maîtrise de l'environnement et une vision. La vision ne peut pas être autre que fédérer les gens autour de la vision du président Macky Sall. Donc vous pensez que vous êtes délaissé? Sinon on n'est pas délaissé, on est abandonné et laissé pour compte au fisc. Par votre parti? Par notre parti, par le chef suprême de notre parti. Par le président de la République, Macky Sall. Moi, je lance un appel à ce qu'il y ait un regard beaucoup plus particulier et beaucoup plus important sur le fisc, qui est quand même très historique en termes de politique. Une ville où a été négociée ici l'indépendance du Sénégal n'est pas une ville à laisser en rade. Merci beaucoup, M. Niang. Je vous en prie. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est pour moi.
En tout cas, mesdames et messieurs, vous également, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission La Cour des Grands. C'était un plaisir de recevoir M. Lamignon, qui est le coordonnateur de l'initiative pour la sauvegarde des intérêts et la souveraineté, mais également, il est un responsable de l'APR dans la ville de Rufisque. Avec lui, on s'entretenait. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On se donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro dans votre émission La Cour des Grands.